J'avais apporté le dîner et des billets d'avion pour surprendre ma femme au travail. Ce que j'ai vu à travers la porte de son bureau cette nuit-là a détruit 19 ans de mariage en 60 secondes. Elle n'avait aucune idée que j'étais là. Aucune idée que j'avais pris des photos. Aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Au moment où elle a réalisé, il était déjà trop tard. Peut-être aurais-je dû poser plus de questions quand elle a commencé à rentrer tard. Quand son téléphone est devenu quelque chose qu'elle gardait comme un secret. Quand la chaleur entre nous s'est transformée en un silence poli. Mais je ne l'ai pas fait. Je lui faisais confiance. Je croyais en nous. Et cette confiance m'a tout coûté. Je m'appelle Gilbert Chambers. J'ai 42 ans et je dirige une entreprise de restauration de maisons ici à Charlotte, en Caroline du Nord. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais c'est la mienne. Je l'ai construite de A à Z, transformant de vieilles maisons en foyers dont les gens pouvaient être fiers. Un travail solide, un travail honnête. J'ai rencontré Caroline quand j'avais 23 ans. Elle en avait 21, travaillait comme coordinatrice marketing en centre-ville. Tout en ambition et en sourires éclatants. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie chez ses parents. Tout le monde disait que nous étions parfaits ensemble. Pendant longtemps, nous l'avons été. Mason est arrivé il y a 6 ans. Notre fils, intelligent comme un fouet avec les cheveux noirs de Caroline et mon caractère têtu. Quand je le tiens dans mes bras, je me sens toujours l'homme le plus chanceux du monde. Même maintenant, après tout, c'est la seule chose que je ne peux pas regretter. Mais quelque part en chemin, Caroline et moi avons cessé d'être, nous. Elle a commencé à travailler plus tard, à prendre des appels dans l'autre pièce, à sortir prendre un verre avec des collègues que je n'avais jamais rencontrés. Elle avait été promue responsable marketing l'année dernière. Un plus grand bureau, un plus gros salaire, de plus grandes attentes. Je me suis dit que c'était juste le stress du travail. Il y a 3 semaines, j'ai décidé de régler ça. J'ai fait des réservations au Bellotra, ce restaurant italien que Caroline adorait. J'ai même acheté des billets d'avion pour Asheville pour un long week-end. Une cabane dans les montagnes, juste nous deux. J'ai glissé ces billets dans mon portefeuille comme s'ils étaient faits d'espoir. Le jour est arrivé. Je me suis préparé après le travail. J'ai mis la chemise qu'elle disait toujours me rendre beau. Mason était chez ma sœur. Tout était prêt. Puis son SMS est arrivé à 18h15. Chérie, tellement désolé. Coincé au bureau. Grande présentation demain. On peut reporter? J'ai regardé ce message pendant longtemps. J'aurais pu me mettre en colère, mais j'ai plutôt pris une décision. Si elle ne pouvait pas venir dîner, je lui apporterais le dîner. J'ai appelé le Bellotra, j'ai fait emballer sa commande, j'ai pris du vin au magasin, des marguerites à la station-service, j'ai même griffonné un mot. Je pensais apporter le rendez-vous. Le trajet a duré 25 minutes. Je n'arrêtais pas de penser à son visage quand elle me verrait entrer. Comment elle pourrait sourire, ce vrai sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Je me suis garé dans le parking de son immeuble un peu après 19h, j'ai tout pris et je suis monté. Le trajet en ascenseur jusqu'au 8e étage m'a semblé plus long que d'habitude. Quand les portes se sont ouvertes, le couloir était sombre, la plupart des lumières éteintes. Son bureau était au bout, 3e porte à partir du coin. La lumière était allumée. Je m'y suis dirigé lentement, puis je me suis arrêté. J'ai entendu des rires. Ces rires, ce qu'elle me donnait avant, et puis j'ai entendu sa voix. La porte était entr'ouverte, peut-être de 3 cm. Mon estomac s'est serré. Quelque chose au fond de moi me disait de faire demi-tour, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis approché et j'ai regardé à l'intérieur. Caroline était assise sur le bord de son bureau, un verre de vin à la main, vêtue de cette robe bleu marine que je lui avais achetée. Devant elle se tenait Preston Miles. Son patron, grand, 40 ans, le genre de gars qui avait l'air d'être né en costume. Sa main reposait près de sa cuisse. Elle a levé la main, a touché sa cravate, puis ils se sont embrassés. Pas une petite bise, un vrai baiser. Long, lent, délibéré. Je suis resté là, figé, tenant de la nourriture italienne froide, du vin et des marguerites fanées. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai reculé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos. 3 d'entre elles, des angles clairs, leur visage visible. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis retourné et je suis parti, j'ai atteint l'ascenseur,
je suis entré. Quand les portes se sont refermées, je me suis appuyé contre le mur et j'ai expiré un souffle que je ne savais pas retenir. Dehors, j'ai traversé jusqu'à une poubelle et je me suis arrêté. Pendant un instant, je suis resté là. Puis j'ai sorti les billets d'avion, je les ai regardés et je les ai froissés. Je les ai jetés, puis les fleurs, la nourriture, le vin, un par un. Quand je suis arrivé à mon camion, je me suis assis derrière le volant et je l'ai serré jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me suis juste assis là et j'ai senti quelque chose en moi devenir froid. Pas brisé, juste froid, clair. J'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi. Et alors que je sortais de ce garage, une pensée n'arrêtait pas de me traverser l'esprit, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Je ne me souviens pas du trajet de retour. J'ai dû m'arrêter au feu, signaler là où j'en avais besoin, garder le camion entre les lignes, mais rien ne s'est enregistré. Mes mains étaient sur le volant, mes yeux sur la route, mais mon esprit était ailleurs, bloqué dans ce couloir, à regarder ma femme embrasser un autre homme comme si je n'avais jamais existé. La maison était sombre quand je me suis garé dans l'allée. La lumière du porche était allumée. Celle que Caroline réglait toujours avec une minuterie. Ce petit détail m'a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Elle l'avait dit ce matin, probablement sans y penser. Partie de la routine que nous avions construite en 19 ans. Maintenant, cette routine ressemblait à un mensonge. Je suis resté dans le camion un moment, moteur éteint, à fixer la porte d'entrée. Notre maison, l'endroit où nous avions ramené Mason de l'hôpital, où nous avions célébré des anniversaires et des fêtes, où nous avions construit ce que je pensais être une vie. Maintenant, je ne pouvais même plus la regarder sans me sentir mal. Quand je suis finalement entré, je n'ai pas pris la peine d'enlever mes bottes. Caroline me réprimandait toujours de traîner de la saleté sur ses sols propres. C'est drôle comme cela n'avait plus d'importance. Je suis allé directement à la chambre et j'ai sorti mon sac de voyage du placard. J'ai commencé à y jeter des choses. Chemise, jeans, chaussettes, mon nécessaire de rasage. Je me suis déplacé en pilote automatique comme si mon corps savait quoi faire même si mon cerveau n'avait pas encore rattrapé. Dans la salle de bain, j'ai pris ma brosse à dents, mon déodorant, l'essentiel. J'ai aperçu mon reflet dans le miroir et j'ai à peine reconnu l'homme qui me regardait. Il avait l'air fatigué, creux, mais pas brisé. Pas encore. Je suis retourné dans la chambre et j'ai ouvert le coffre-fort de notre placard, j'ai sorti mon passeport, mon acte de naissance, le titre de mon camion, les documents dont j'aurais besoin si je recommençais, parce que c'était ça maintenant, recommencer. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai pris le bloc-notes que nous gardions près du frigo, celui avec son écriture sur la moitié des pages, liste de courses, rappel, petite note pour elle-même. J'ai arraché une feuille vierge et j'ai pris un stylo dans le tiroir fourre-tout. Pendant un instant, je suis resté là, le stylo en suspens au-dessus du papier. Que dire à quelqu'un qui vient de tout détruire? Quel mot pourrait bien traduire ce que j'avais vu? Au final, je suis resté simple. 5 mots, en majuscules. Chaque lettre appuyée assez fort pour laisser une empreinte. J'espère que ça en valait la peine. Pas de nom, pas de signature, pas d'explication, juste ces 5 mots assis au centre de la page comme une bombe sur le point d'exploser. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, bien au milieu, là où elle ne pouvait pas le manquer. Elle rentrerait à la maison un jour, franchirait cette porte et le trouverait. Et quand elle le ferait, elle saurait. Elle saurait que je savais. Je suis retourné dans la chambre une dernière fois. Sur la table de chevet, il y avait une photo de nous de notre jour de mariage. Jeune, souriant, croyant à jamais. Je l'ai prise, je l'ai regardée longuement, puis je l'ai posée face contre terre. Je ne pouvais plus supporter de voir ses sourires. Je ne pouvais plus supporter de voir qui nous étions. Mon téléphone était dans ma poche. Je l'ai sorti, l'ai éteint, j'ai arraché l'arrière et j'ai retiré la carte SIM. Je l'ai tenue entre mes doigts une seconde, puis je suis allé à la cuisine et je l'ai jetée dans le broyeur à déchets. Je ne l'ai pas allumée. Je l'ai juste laissée là, morte et inutile. Elle ne pourrait pas me joindre. Pas ce soir. Pas demain. Peut-être jamais. J'ai pris mon sac, je l'ai jeté sur mon épaule et je suis sorti par la porte d'entrée sans regarder en arrière. Je ne l'ai pas verrouillé. Je n'ai pas éteint les lumières. Je suis juste parti. J'ai traversé la ville jusqu'à un motel devant lequel j'étais passé 1000 fois,
mais je n'avais jamais pensé en avoir besoin. Le Pinéine, niché entre une station-service et un prêteur sur gage. Enseigne au néon bourdonnante dans l'obscurité. Peinture écaillée sur le devant du bureau. Le genre d'endroit où personne ne pose de questions. J'ai payé 3 nuits en espèces. Le gars à la réception a à peine levé les yeux, il m'a juste glissé une clé et est retourné à son téléphone. Chambre 106. J'ai parcouru le couloir extérieur, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré. La chambre sentait les vieilles cigarettes et le désodorisant bon marché. Moquette fine, couvre-lit délavé, un chauffage qui cliquetait quand je l'ai allumé. Il y avait une télévision boulonnée à la commode, la télécommande maintenue avec du ruban électrique. Ce n'était pas grand-chose, mais ce n'était pas nécessaire. Je n'étais pas là pour me mettre à l'aise. J'étais là pour réfléchir. J'ai laissé tomber mon sac dans le coin et je me suis assis sur le bord du lit. Le matelas s'est affaissé sous mon poids. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, et j'ai fixé le mur. Mon téléphone était parti. Ma maison était derrière moi. Ma femme était probablement encore dans ce bureau, peut-être encore avec lui, peut-être se demandant où j'étais maintenant. Ou peut-être qu'elle ne pensait pas du tout à moi. Je me suis assis là dans le silence, sentant le poids de tout me presser sur la poitrine. Mais sous tout cela, quelque chose d'autre montait. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Un plan se formait au fond de mon esprit, pièce par pièce. Elle m'avait tout pris. Ma confiance, mon mariage, mon sentiment de sécurité. Maintenant, c'était mon tour. Je n'allais pas crier, ni casser des choses, ni faire une scène. Ce n'était pas qui j'étais. Mais j'allais m'assurer qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait perdu. Doucement, méthodiquement, complètement. J'ai sorti mon portefeuille et je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait une carte de visite que j'avais gardée pendant des années, juste au cas où. Singleton & Brox, avocat, lettre dorée, adresse près du palais de justice. Demain matin, je passerai un coup de fil. Demain, tout cela deviendrait réel. Mais ce soir, je me suis juste assis dans cette chambre de motel bon marché, laissant le silence s'installer autour de moi et planifier mon prochain coup. Je me suis réveillé dans cette chambre de motel avant le lever du soleil. Je n'ai pas beaucoup dormi, peut-être 2 heures tout au plus. Chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais. Je les voyais. L'image était gravée dans mon cerveau, et aucune quantité d'épuisement ne pouvait l'effacer. Je me suis levé, j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage et je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me regardait n'était pas le même que celui qui était entré dans cet immeuble de bureau la nuit dernière. Cet homme avait été plein d'espoir, confiant, peut-être même un peu naïf. Cet homme était autre chose. Plus dur, plus froid, plus concentré. J'ai pris la carte de visite de mon portefeuille. Singleton et Brox. Je les appellerai dès qu'ils ouvriraient. Mais d'abord, je devais mettre autre chose en marche. À 7h30, j'étais habillé et dehors. Je suis allé à un dîner de l'autre côté de la ville. J'ai commandé un café noir et des œufs brouillés que je n'ai pas touchés. Je me suis assis dans un coin avec mon téléphone, le burner que j'avais acheté dans un dépanneur en chemin. Bon marché, anonyme, intraçable, parfait. À 8h, j'ai passé l'appel. La réceptionniste a répondu au 2e coup. Voix agréable, ton professionnel. Je lui ai dit que j'avais besoin de parler à quelqu'un pour demander le divorce. Elle n'a pas hésité, n'a pas posé de questions, elle a juste dit, pouvez-vous venir? Je pouvais. Le prochain appel était à la banque. Je savais que nos comptes étaient conjoints. Courant, épargne, même les cartes de crédit. Tout lié comme si nous étions une équipe. C'est drôle comme ça marche quand une personne joue pour l'autre camp. J'ai pris rendez-vous pour 11h30. Je leur ai dit que je devais apporter des modifications à mes comptes. Ils ont dit pas de problème. Je me suis assis dans la cabine et j'ai bu une gorgée de café. C'était amer et brûlé, mais je m'en fichais. Mon esprit avait déjà 3 longueurs d'avance. J'ai tracé ce qui devait se passer et quand. Il ne s'agissait pas de rage. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de m'assurer que lorsque la poussière retomberait, je serais celui qui tiendrait bon. Vers 9h, je suis passé devant la maison. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste ralenti assez pour voir.
La voiture de Caroline était dans l'allée. Elle était à la maison. Elle avait probablement trouvé le mot maintenant. Elle avait probablement appelé mon téléphone 100 fois et n'avait rien eu. Bien. Qu'elle se demande. Qu'elle s'assoie avec cette incertitude de la même manière que je m'étais assis avec la sienne. J'ai pensé à ce mot. J'espère que ça en valait la peine. Posée sur une table de cuisine, elle rentrerait à la maison pour cela, peut-être tard, peut-être après avoir passé plus de temps avec lui. Elle franchirait la porte s'attendant à ce que je sois là, attendant, prêt à pardonner ou à me battre ou à faire tout ce qu'elle pensait que je ferais. Au lieu de cela, elle a trouvé 5 mots et une maison vide. Ce que j'ai fait ensuite allait détruire son monde. Pas tout d'un coup, pièce par pièce, tranquillement, méthodiquement. Elle le sentirait venir, mais elle ne pourrait pas l'arrêter. À 10 heures, je suis entré chez Singleton et Brox. Le bureau était petit mais propre, avec des boiseries sur les murs, des fauteuils en cuir dans la salle d'attente. Une femme d'une 50aine d'années m'a accueilli, m'a offert du café, m'a demandé de m'asseoir. 5 minutes plus tard, j'étais assis en face d'un homme nommé Richard Singleton, cheveux argentés, costume bleu marine, main jointe sur le bureau comme s'il avait entendu 1000 histoires comme la mienne. Je n'ai pas enrobé les choses. Je lui ai tout raconté. Le dîner annulé, la visite surprise. Pourquoi j'ai vu à travers cette porte de bureau, je lui ai montré les photos sur mon téléphone, claires, indéniables, horodatées. Il les a regardées sans ciller, puis a hoché la tête lentement. Nous avons de quoi travailler, a-t-il dit. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Il m'a expliqué le processus. Contrat de mariage, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Nous en avions signé un avant de nous marier. Elle avait hésité. Elle pensait que c'était peu romantique, mais j'avais insisté. Clause d'infidélité. Si l'un de nous trompait, l'autre obtenait tout. Pas de pension alimentaire. Pas de revendication sur la propriété. C'était inébranlable. Il a pris une note. Cela va rendre les choses simples. Simple. C'était ce qu'était devenu ma vie. Une série d'étapes juridiques, de mouvements calculés, de décisions prises dans des salles de conférence au lieu de chambres. Mais c'était bien. Je n'avais pas besoin d'émotions pour le moment. J'avais besoin de résultats. À 11h30, j'étais à la banque. Je me suis assis avec un représentant, un jeune homme avec une cravate qui ne lui allait pas tout à fait. J'ai expliqué ce dont j'avais besoin. Fermer les comptes joints, tout transférer sur un nouveau compte à mon nom seulement, geler les cartes de crédit. Il m'a demandé si ma femme était au courant. J'ai dit qu'elle le serait bientôt. Cela a pris environ 40 minutes. Au moment où je suis sorti, chaque dollar que nous avions économisé ensemble, chaque ligne de crédit que nous avions partagée était verrouillée. Elle ne pourrait pas acheter d'essence sans argent liquide dans son sac à main. Et elle n'aurait aucune idée pourquoi. Pas encore. Je me suis assis dans mon camion sur le parking et j'ai laissé cela s'assimiler. C'était fait. Le premier domino était tombé et il y en avait beaucoup d'autres alignés derrière lui. Au moment où j'ai quitté la banque, c'était le début de l'après-midi. Je suis retourné au motel, je me suis garé et je suis resté dans mon camion pendant 1 minute. Mon téléphone, le burner, a vibré. Un SMS de l'étude de mon avocat confirmant qu'il commencerait à rédiger les papiers de divorce. Un autre domino. Je suis entré dans la chambre du motel, j'ai laissé tomber mes clés sur la table de chevet et je me suis assis sur le bord du lit, j'ai sorti un carnet que j'avais pris à la réception et j'ai commencé à écrire. Pas des émotions, pas des sentiments, juste des faits. Ce que nous possédions, ce que nous devions, ce qui devait être démêlé. La maison était à moi. Je l'avais héritée de ma grand-mère quand j'avais 19 ans. Elle me l'avait laissée dans son testament. Elle avait dit que j'étais celui qui en prendrait soin. Je l'ai fait réparer et j'ai emménagé 6 ans avant que Caroline et moi nous marions. Le titre à mon nom. Cela simplifierait les choses. Elle l'avait toujours appelée la nôtre, mais légalement, elle était à moi. L'entreprise était à moi aussi. Je l'ai démarrée à partir de rien. Je l'ai construite de mes propres mains. Elle n'y avait aucune revendication, mais je savais que son avocat essaierait. Il le faisait toujours. J'ai fait une liste des actifs. Le camion, payé, à moi. Le compte d'épargne, maintenant bloqué. Le fonds de retraite auquel je contribuais depuis 15 ans. À moi.
Elle avait son propre 401K de son travail. Sa propre voiture. Sur le papier, nous avions mené des vies financières plus séparées que je ne l'avais réalisé. Cela jouerait en ma faveur. Puis j'ai noté la seule chose qui comptait plus que tout le reste. Mason, 6 ans. Mon fils, la seule bonne chose à être sortie de ce mariage. Je n'allais pas la laisser l'utiliser comme levier. Je n'allais pas la laisser me faire passer pour le méchant et essayer de me le prendre. Je me battrais pour lui avec tout ce que j'avais. Mon avocat avait mentionné d'engager un détective privé. Au début, j'ai pensé que c'était excessif. Mais plus j'y pensais, plus cela avait de sens. J'avais besoin de savoir à quel point cela allait loin, depuis combien de temps cela durait, s'il y en avait d'autres. Si elle avait mené une double vie pendant que je faisais l'idiot à la maison. J'ai passé un appel, j'ai obtenu une référence de Singleton, un gars nommé Davis, il travaillait dans un bureau près du centre-ville, spécialisé dans les cas d'infidélité, la surveillance, la documentation. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin. Ce soir-là, je me suis assis dans la chambre du motel et j'ai fixé mon téléphone. Une partie de moi se demandait si Caroline avait essayé de me joindre, si elle avait appelé mon ancien numéro 100 fois, envoyé des SMS désespérés, laissé des messages vocaux que je n'entendrai jamais. Une partie de moi voulait savoir ce qu'elle pensait, quelles excuses elle avait inventées, quels mensonges elle se racontait déjà. Mais je n'ai pas vérifié, je m'en fichais. Elle avait fait son choix. Maintenant, je faisais le mien. Vers 20h, ma sœur a appelé. Je lui avais donné le numéro du burner plus tôt, je lui avais dit que je traitais des problèmes personnels et que j'avais besoin d'espace. Elle n'a pas insisté, elle a juste demandé si Mason allait bien. Je lui ai dit qu'il était avec elle pour l'instant, que j'expliquerais tout bientôt. Elle a dit qu'elle le garderait aussi longtemps que j'en aurais besoin. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mason, je ne l'avais pas vu depuis hier matin. Je ne l'avais pas bordé. Je n'avais pas entendu sa voix. Cela faisait plus mal que tout ce que Caroline avait fait. Mais je ne pouvais pas l'impliquer dans ce gâchis. Pas encore. Pas avant que j'aie un plan, une voie à suivre, quelque chose de stable à lui offrir. J'ai sorti les photos de mon téléphone. Je les ai regardées à nouveau. Caroline et Preston figés dans ce moment. Sa main sur sa cravate, sa main près de sa taille. Le baiser. Cela frappait toujours comme un coup de poing dans l'estomac, mais la colère était plus froide maintenant, plus tranchante, plus utile. J'ai envoyé les photos à mon avocat. Puis je les ai envoyées à mon propre email, je les ai sauvegardées sur un compte cloud, je les ai enregistrées à 3 endroits différents. Des preuves, le genre qui ne pouvait être nié ou expliqué. Demain, je rencontrerai l'enquêteur. Demain, je commencerai à construire un dossier qui ne laisserait aucune place au doute. Mais ce soir, je me suis juste assis dans cette chambre de motel bon marché et j'ai laissé les pièces du plan se mettre en place. Caroline n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle pensait que j'avais disparu par chagrin, par faiblesse. Elle pensait que je reviendrais en rampant un jour, prêt à pardonner et à oublier. Elle ne me connaissait pas aussi bien qu'elle le pensait. Je ne revenais pas. J'avançais. Et quand j'aurais fini, elle serait laissée dans les ruines de tout ce qu'elle avait jeté. Le lendemain matin, j'ai rencontré Davis dans un café près de son bureau. Il avait la cinquantaine, une corpulence moyenne, le genre de gars qui pouvait se fondre dans la foule sans effort. C'est ce qui le rendait bon dans son travail. Il a commandé un café noir, a sorti un carnet et est allé droit au but. « Parlez-moi du patron », a-t-il dit. Je lui ai dit ce que je savais. Preston Miles, 40 ans, vice-président senior chez la firme de Caroline, marié, vivait dans l'un des nouveaux lotissements en dehors de la ville, conduisait une BMW, portait des costumes coûteux, avait le genre de confiance qui vient de ne jamais se faire dire non. Davis a tout noté. Depuis combien de temps pensez-vous que cela dure? Je me posais la même question. Au moins 6 mois, peut-être plus. Elle a commencé à travailler tard l'été dernier. A commencé à être secrète avec son téléphone. Je pensais que c'était juste le stress du travail. Il a hoché la tête. Ils disent toujours que c'est le travail. Il a fermé son carnet et m'a regardé. Je commence aujourd'hui. Surveillance des deux. Je suivrai leurs mouvements. Je verrai où ils se rencontrent, à quelle fréquence. S'il y a plus que ça, comme un deuxième endroit qu'ils utilisent. Je le trouverai.
Un deuxième endroit, un appartement, une chambre d'hôtel, quelque part où il se sent en sécurité. Les gens qui ont des liaisons ne s'embrassent pas seulement dans les bureaux. Ils deviennent imprudents. Il a fini son café. Donnez-moi une semaine. J'aurai un rapport complet. Je l'ai payé la moitié à l'avance en espèces. Il a dit qu'il me recontacterait et est parti. Je suis resté assis là quelques minutes de plus à fixer ma tasse vide. Une semaine. Dans une semaine, je saurai tout. L'étendue de la trahison. Depuis combien de temps elle me mentait au visage. Dans l'après-midi, j'ai pris une autre décision. La maison. Elle était légalement à moi, mais elle me semblait maintenant contaminée. Chaque pièce contenait des souvenirs que je ne voulais plus. J'ai appelé une agente immobilière avec qui j'avais travaillé sur quelques projets de restauration. Son nom était Linda. Une femme vive d'une 60aine d'années qui ne perdait pas de temps. Je dois vendre, lui ai-je dit. Quand? Le plus tôt possible. Elle a dit qu'elle passerait demain pour prendre des photos, commencer à l'inscrire. Je lui ai dit que Caroline y vivait toujours, mais que ce ne serait pas pour longtemps. Linda n'a pas posé de questions. Elle a juste dit qu'elle s'en occuperait. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, je lui ai dit que je voulais vendre la maison et que Caroline reçoive un avis d'expulsion. Il a dit qu'il rédigerait tout et le ferait livrer à son bureau. Public, professionnel, froid. Qu'en est-il de votre fils, a demandé Richard. Je dépose une demande de garde principale. Elle n'est pas stable. Cette affaire le prouve. Nous l'inclurons dans la demande. Avez-vous les informations du détective privé? Il y travaille. J'aurai un rapport complet la semaine prochaine. Richard a pris une note. Bien. Plus nous avons de documents, mieux c'est. Ce soir-là, je suis allé chez ma sœur pour voir Mason. Il était dans le jardin, tapant dans un ballon de football, riant de quelque chose que le mari de ma sœur avait dit. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. Papa. Il a couru et m'a serré la taille. Je l'ai soulevé, je l'ai tenu fort. Il sentait l'herbe, la sueur et l'innocence. Salut mon pote, tu t'amuses? Oui. Oncle Jim m'a appris à faire un tir astucieux. Il s'est dégagé de mes bras et a fait une démonstration, frappant le ballon dans un but improvisé. J'ai applaudi, lui disant que c'était parfait. Ma sœur est sortie sur le porche, essuyant ses mains avec un torchon. Elle m'a lancé un regard, le genre qui disait « Nous devons parler ». J'ai hoché la tête. Après que Mason soit retourné jouer, je me suis approché. Combien de temps cela va-t-il durer, a-t-elle demandé doucement. Je ne sais pas. Quelques semaines de plus, peut-être. Gilles, il demande après sa mère. Je ne sais pas quoi lui dire. J'ai regardé Mason courir dans le jardin, insouciant. Dis-lui qu'elle travaille. Dis-lui que je gère des trucs. Ne lui dis juste pas la vérité. Pas encore. Elle a hoché la tête. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Tout ce dont tu as besoin. Tu peux rester aussi longtemps que tu as besoin. Je l'ai remercié et je suis parti. Sur le chemin du retour vers le motel, j'ai pensé au visage de Mason. La façon dont il m'avait serré dans ses bras, la façon dont il me faisait confiance pour arranger les choses. Je ne pouvais pas laisser Caroline lui enlever cela. Je ne pouvais pas la laisser empoisonner sa vision de moi ou l'utiliser comme un pion. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de protéger mon fils. Et je ferais tout ce qu'il faudrait. 3 jours plus tard, les papiers du divorce étaient prêts. Richard m'a appelé le matin, il a dit que l'huissier les livrerait à Caroline à son bureau cet après-midi-là. J'ai demandé si je devais être là. Il a dit, non, mieux vaut que je reste à l'écart. Laissez les papiers parler d'eux-mêmes. J'ai passé la journée à travailler. J'ai pris un petit boulot de remplacement de planches de terrasse pour un client de l'autre côté de la ville, juste pour garder mes mains occupées, marteler des clous, couper du bois. Cela m'a aidé à me vider la tête. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré. Un SMS de Richard. Papier livré. Elle a signé. J'ai arrêté ce que je faisais et je me suis assis sur le bord de la terrasse. C'était fait. Elle savait maintenant. Savait que je ne reviendrais pas. N'allait pas pardonner et oublier. Savait que je prenais tout. Ce soir-là, Davis a appelé.
J'ai quelque chose. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner en périphérie de la ville. Il a fait glisser un dossier Manille sur la table. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait des photos, des dizaines. Caroline et Preston quittant son immeuble de bureau ensemble, montant dans sa voiture, se garant dans un parking souterrain du centre-ville, entrant dans un complexe d'appartements. Ils ont loué un endroit, a dit Davis. Studio meublé au 4e étage. Le bail a commencé il y a 8 mois. Leurs 2 noms sont dessus. 8 mois. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Combien de fois? 2, 3 fois par semaine. Parfois pendant le déjeuner, parfois après le travail. Ils ne sont pas subtils. J'ai feuilleté les photos. L'une les montrait sur un balcon, verre de vin à la main. Une autre les montrait entrant, sa main sur le bas de son dos. Ce n'était pas juste une liaison. C'était toute une vie séparée. Il y a plus, a dit Davis. Il a sorti un document imprimé. Des relevés bancaires. Preston payait l'appartement, mais il y a aussi des frais d'hôtel, de restaurant, de week-end. Le gars finançait tout. J'ai regardé les relevés. Des milliers de dollars. Sa femme est au courant? Pas encore, mais elle le sera si vous le voulez. J'ai réfléchi à ça. La femme de Preston, quelle qu'elle soit, vivait probablement le même mensonge que j'avais vécu. Faisant confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Elle avait le droit de savoir. Envoyez-lui des copies. J'ai dit, tout. Davis a hoché la tête. C'était déjà prévu. J'ai fermé le dossier et je me suis penché en arrière. Quoi d'autre? Caroline a essayé de vous appeler beaucoup. Votre ancien numéro. Elle a laissé des messages vocaux, envoyé des SMS. Puis elle a commencé à appeler votre sœur, vos amis. Personne ne lui parle. Elle panique. Bien. Quelle panique. Qu'elle ressente ce que c'est quand votre monde s'écroule et que personne n'est là pour vous rattraper. Le lendemain, l'avis d'expulsion a été signifié. Linda, l'agente immobilière, m'a appelé pour me dire que les photos de la maison étaient terminées et que l'annonce serait mise en ligne demain. Ça va bouger vite, a-t-elle dit. Bon quartier, base solide. Vous aurez des offres d'ici une semaine. Tout se mettait en place. Le divorce, l'expulsion, la vente de la maison. Le monde de Caroline s'écroulait pièce par pièce et elle ne pouvait pas l'arrêter. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Gilbert, sa voix tremblante, désespérée. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste laissé le silence s'étirer. Gilbert, je sais que tu es en colère, mais ne. Non, ai-je dit. Ma voix était calme, froide. N'essaie pas d'expliquer. N'essaie pas de t'excuser. Tu as fait ton choix. C'était une erreur. 8 mois, Caroline, ce n'est pas une erreur. C'est une décision. Tu l'as choisi lui plutôt que moi, plutôt que Mason, plutôt que tout ce que nous avions construit. Elle a commencé à pleurer. Je pouvais l'entendre dans sa respiration, la façon dont sa voix se brisait. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, on peut juste. Non. Je l'ai coupé. Tu as gâché pour toujours pour quelqu'un qui ne se soucie même pas de toi, et maintenant tu vas vivre avec ça. J'ai raccroché, bloqué le numéro, je suis resté là pendant 1 minute, à fixer le mur. Elle a appelé, espérant la miséricorde. Espérant que je m'adoucirais, lui donnerais une autre chance. Mais la miséricorde était quelque chose que l'on donnait aux gens qui la méritaient, aux gens qui vous respectaient. Elle ne l'a pas fait. J'ai ouvert le dossier que Davis m'avait donné et j'ai regardé à nouveau les photos. L'appartement, les voyages, les mensonges, tout documenté. Indéniable. Elle voulait parler. Elle voulait expliquer, mais j'avais fini d'écouter. Le piège s'était refermé, et il n'y avait pas d'issue. Les documents ont été signifiés un mardi matin. Richard m'a appelé à 9h15 pour confirmer. Elle les a signés, a essayé de parler à l'huissier, mais il est juste parti. J'étais sur un chantier, en train de remplacer les armoires de cuisine d'une victorienne du centre-ville. J'ai posé ma perceuse et je suis sorti. Comment était-elle? Il a dit qu'elle était devenue pâle,
a commencé à trembler, à demander s'il y avait une erreur. Pas d'erreur. Elle a également reçu l'avis d'expulsion. Et l'annonce de la maison a été mise en ligne ce matin. Elle a 30 jours pour déménager. 30 jours, un mois pour faire ses cartons de la vie que nous avions construite et trouver un autre endroit où aller. Ce n'était pas assez de temps, mais je m'en fichais. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle pouvait en assumer les conséquences. Cet après-midi-là, j'ai envoyé les photos au RH, pas seulement celles que j'avais prises cette nuit-là. Davis m'avait fourni le dossier de surveillance complet. Caroline et Preston à l'appartement, dans sa voiture, sur ce balcon, horodatage, lieu, tout documenté. Je les ai joints à un email avec un simple objet. Violation des règles relatives aux relations au travail. Aucune explication n'était nécessaire. Les photos racontaient l'histoire. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro bloqué. Je n'ai pas répondu. Puis une notification de message vocal est apparue. J'ai écouté. Monsieur Chambers, c'est Jana Hulbrook des ressources humaines de Clearwater Marketing. Nous avons reçu des documents préoccupants et devons mener une enquête. Si vous avez des informations supplémentaires, veuillez nous contacter dès que possible. Je n'ai pas rappelé. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Le jeudi matin, la nouvelle s'était répandue. Ma sœur a appelé. Les gens parlent. Quelqu'un du bureau de Caroline a contacté un de mes amis. Il a dit qu'il y avait eu un énorme scandale. 2 personnes au placé licenciées. Caroline et Preston. Elle n'a pas dit de nom, mais oui. Il a dit que c'était arrivé du jour au lendemain. La sécurité les a raccompagnés avec des cartons. Je me suis appuyé contre la tête de lit du motel. C'était fait. Caroline avait perdu son emploi, la carrière qu'elle avait passé des années à construire, le poste dont elle était si fière, tout cela parce qu'elle n'avait pas pu garder ses mains loin d'un homme marié. La femme de Preston avait également reçu les photos. Davis l'avait confirmé hier. Elle avait demandé le divorce en quelques heures, avait emmené les enfants chez sa sœur, avait changé les serrures. Preston vivait maintenant à l'hôtel, cherchant désespérément un avocat qui pourrait minimiser les dégâts. Leur liaison n'avait pas seulement coûté leurs emplois. Elle avait fait exploser 2 mariages, déplacé 4 enfants, détruit 2 carrières, et tout cela avait commencé par un baiser que j'avais vu à travers une porte entr'ouverte. Ce soir-là, je suis allé chez ma sœur pour voir Mason. Il était à la table de la cuisine, faisant ses devoirs, la langue légèrement sortie de concentration comme toujours. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé. « Papa, regarde, j'ai eu une étoile d'or à mon test d'orthographe. » Je me suis assis à côté de lui, j'ai regardé le papier couvert de son écriture soignée. « C'est super, mon pote. Je suis fier de toi. Maman vient me chercher bientôt ? » La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle m'a fait un petit signe de tête. « Dis-lui quelque chose. »« Pas encore, mon grand. »« Maman. Elle a des problèmes au travail. Mais tu la verras bientôt. » Il a hoché la tête, semblait satisfait de cette réponse. Et est retourné à ses devoirs. Je l'ai regardé un instant. Cette petite personne qui n'avait aucune idée que son monde s'écroulait autour de lui. Je le protégeais de ça aussi longtemps que je le pouvais. Il n'avait pas besoin de connaître les détails. Pas encore. Peut-être jamais. Ma sœur m'a raccompagné sur le porche. Combien de temps encore, Gilles ? Je ne sais pas. Quelques semaines de plus, peut-être. Je demande la garde principale. Une fois que ce sera réglé, je trouverai le reste. Il demande après elle tous les jours. Je sais. Continue de lui dire qu'elle est occupée. Je m'en occuperai le moment venu. Elle m'a serré le bras. Tu fais ce qu'il faut. Je n'en étais pas sûr. Je n'étais sûr de rien d'ailleurs, mais je savais que je ne pouvais pas laisser Caroline approcher Mason tant que ce n'était pas fini. Je ne pouvais pas risquer qu'elle l'utilise pour me manipuler ou lui raconter des mensonges sur les raisons pour lesquelles papa était parti. Sur le chemin du retour vers le motel, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. Tu as détruit ma vie. La voix de Caroline était rauque et brisée. J'ai perdu mon emploi. Je perds la maison. Je n'ai rien. Tu avais tout,
ai-je dit doucement. Tu l'as jeté. J'ai fait une erreur. 8 mois, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Tu l'as choisi. Tu as choisi cet appartement. Tu as choisi de me mentir tous les jours. Elle pleurait maintenant. Sa voix se brisait. S'il te plaît, Gilles, je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. J'arrêterai. Tu as déjà arrêté. Ils t'ont viré. Ne fais pas ça. S'il te plaît. Qu'en est-il de Mason? Qu'en est-il de lui? Tu n'as pas pensé à lui quand tu étais avec Preston. Tu n'as pas le droit d'utiliser notre fille pour me tuer maintenant. Il a besoin de sa mère. Il a besoin d'une mère en qui il peut avoir confiance. Tu n'es plus ça. J'ai raccroché, bloqué le numéro, je me suis assis sur le parking du motel, les mains sur le volant, respirant lentement. Elle a appelé, espérant de la sympathie, espérant que je m'adoucirais, mais j'étais au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Elle avait perdu son emploi. Elle allait perdre la maison. Et bientôt elle allait aussi perdre Mason. Non pas parce que je voulais lui faire du mal, mais parce qu'elle avait prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Et je serais damné si je la laissais empoisonner mon fils comme elle avait empoisonné tout le reste. Une semaine plus tard, j'étais dans le bureau de Richard, révisant le dossier de garde. Il avait exposé le cas point par point, l'affaire de Caroline, l'instabilité qu'elle avait créée, le fait qu'elle avait maintenu un appartement secret tout en vivant avec notre fils. Il avait inclus des déclarations de ma sœur, des photos de la surveillance de Davis, même une chronologie montrant la fréquence de l'absence de Caroline à la maison. C'est solide, a dit Richard. Un juge verra qu'elle a donné la priorité à l'affaire plutôt qu'à sa famille, combinée à sa récente perte d'emploi. Vous êtes en bonne position pour la garde principale. Qu'en est-il du droit de visite? Elle aura probablement les week-ends. Peut-être sous surveillance au début, selon le déroulement de l'audience, mais la majeure partie du temps parental vous reviendra. J'ai hoché la tête. C'était tout ce que je voulais. Non pas exclure Caroline complètement. Mason aimait toujours sa mère, et je ne lui enlèverais pas cela. Mais je devais être le parent stable, celui sur lequel il pouvait compter. Il y a autre chose, a dit Richard. Il a fait glisser un document sur le bureau. Son avocat nous a envoyé ceci ce matin. Elle conteste le contrat de mariage. Je l'ai pris, j'ai parcouru le langage juridique. Elle affirmait que le contrat de mariage avait été signé sous la contrainte, qu'elle n'avait pas entièrement compris les termes, qu'il devait être invalidé. Peut-elle faire ça? Elle peut essayer, mais ça ne marchera pas. Le contrat de mariage a été notarié. Vous aviez tous les deux des conseils juridiques indépendants, et elle a eu 2 semaines pour le revoir avant de signer. Il n'y a pas de dossier. Donc, elle est juste désespérée. Exactement. Elle sait qu'elle perd tout. Alors elle jette tout contre le mur pour voir ce qui colle. J'ai posé le document. Qu'en est-il de l'entreprise? Elle affirme avoir contribué à son succès en gérant le foyer, ce qui vous a libéré pour travailler. Elle veut un pourcentage. J'ai failli rire. Elle ne gérait rien. Nous avions une femme de ménage 2 fois par semaine. Elle était à peine à la maison. Je sais. Nous le documenterons. L'entreprise est à vous. Commencez avant le mariage. Développez grâce à votre propre travail. Elle n'a aucune revendication légitime. L'audience était prévue dans 3 semaines. En attendant, Richard a déposé une demande d'ordonnance de garde temporaire, me donnant la garde principale de Mason. Caroline aurait des visites supervisées 2 heures 2 fois par semaine jusqu'à l'audience finale. Quand l'ordonnance est arrivée, je suis allé chez ma sœur pour chercher Mason. Il était dans le jardin en train de jouer avec un camion jouet, faisant des bruits de moteur. Je me suis accroupi à côté de lui. Et mon pote, et si on allait chercher une glace? Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? Je peux prendre du chocolat. Tu peux prendre ce que tu veux. Nous sommes allés au magasin de glace sur Main Street, celui avec le panneau peint à la main et le comptoir à l'ancienne. Mason a commandé une double boule de pépites de chocolat. J'ai pris un café noir. Nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre et il a balancé ses jambes, léchant son cornet avec une concentration intense. Papa. Oui, mon grand. Quand est-ce que je rentre à la maison? J'ai bu une gorgée de café.
Bientôt. Tu rentres à la maison avec moi aujourd'hui. Nous allons rester dans un nouvel endroit pendant un petit moment. Et maman? Tu verras maman les week-ends, mais tu seras avec moi la plupart du temps. Il a réfléchi à ça. Son front s'est plissé. Maman et toi vous êtes disputés? Quelque chose comme ça. Oui. Vous divorcez? Les mots sonnaient étranges venant d'un enfant de 6 ans. J'ai posé mon café et je l'ai regardé. Oui, mon pote. Nous le faisons. Il a hoché la tête lentement comme s'il s'en était douté. C'est à cause de moi. Non. J'ai tendu la main sur la table, j'ai posé ma main sur la sienne. Cela n'a rien à voir avec toi. Tu n'as rien fait de mal. Parfois, les adultes font des erreurs, et les choses changent. Mais je suis toujours ton papa, et maman est toujours ta maman. Cela ne change pas, d'accord. Il est retourné à sa glace, apparemment satisfait. Plus tard ce soir-là, j'ai quitté le motel et j'ai emménagé dans une petite maison de location du côté de la ville. 2 chambres, une salle de bain, un jardin clôturé. Rien d'extraordinaire, mais c'était propre, sûr et stable. J'ai aménagé la chambre de maçon avec des meubles de rangement et quelques nouvelles choses que j'avais achetées. Un lit, une commode, des affiches de dinosaures et d'astronautes. J'ai fait en sorte que ce soit son espace. Cette nuit-là, après l'avoir bordé et éteint la lumière, il a appelé « Papa, oui, je suis content de rester avec toi. » Ma gorge s'est serrée. Moi aussi, mon pote. Moi aussi. J'ai fermé la porte et je suis resté dans le couloir un instant, l'écoutant s'installer. Il était en sécurité. Il était là. Et quoi qu'il arrive au tribunal, quoi que Caroline tente, je m'assurerai qu'il en reste ainsi. Le tribunal était froid ce matin-là. J'étais assis dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience avec Richard, regardant les gens aller et venir, des avocats en costumes élégants, des familles blotties les unes contre les autres, des officiers de justice se déplaçant avec une efficacité rodée. Mason était avec ma sœur. Je lui avais dit que j'avais une réunion importante, rien d'inquiétant. Caroline est arrivée avec 15 minutes de retard, l'air plus petite que dans mes souvenirs. Elle avait perdu du poids, ses vêtements flottaient, et il y avait des cernes sous ses yeux. Son avocat était jeune, nerveux, feuilletant des papiers comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il faisait. Ils se sont assis sur le banc d'en face, et Caroline n'arrêtait pas de me regarder. Je n'ai pas rendu son regard. Quand ils nous ont appelés, la salle d'audience semblait plus grande qu'elle n'aurait dû l'être. Au plafond, boiserie, un banc de juges qui semblait dominer tout. La juge Patricia Hendrick, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier et aux yeux qui ne laissaient rien échapper, présidait. Richard a présenté notre affaire méthodiquement. L'affaire documentée avec des horodatages et des photos. Le bail de l'appartement secret aux 2 noms. La perte d'emploi de Caroline. L'instabilité. Il a brossé le portrait de quelqu'un qui avait privilégié ses propres désirs à sa famille, qui avait trompé son mari et négligé ses responsabilités de mère. L'avocat de Caroline a essayé de riposter, a affirmé qu'elle était une bonne mère, qu'elle avait fait une erreur, mais qu'elle suivait une thérapie. Il a dit que j'étais vindicatif, essayant de la punir en lui enlevant son fils. Il n'a présenté aucune preuve, juste des appels émotionnels qui sont tombés à plat. Puis Richard a joué sa dernière carte. Votre honneur, nous avons des raisons de douter de la paternité. Le silence s'est fait dans la pièce. Le visage de Caroline est devenu blanc. Richard a fait glisser un document vers la juge. Monsieur Chambers a récemment demandé un test ADN pour Mason. Les résultats sont arrivés il y a 2 jours. Mon cœur battait la champe. J'avais commandé le test 3 semaines auparavant après avoir trouvé une vieille carte d'anniversaire de Preston glissée dans le tiroir du bureau de Caroline à la maison, datée d'il y a 6 ans et demi, quelques mois seulement avant la naissance de Mason. Le timing m'avait rongé jusqu'à ce que je ne puisse plus l'ignorer. La juge Hendrick a examiné le document, son expression illisible. Puis elle a levé les yeux. Et les résultats? Mason est biologiquement le fils de Monsieur Chambers, a dit Richard. Mais le fait que Monsieur Chambers se soit senti obligé de le vérifier témoigne du niveau de tromperie et de méfiance créé par les actions de Madame Chambers. L'avocat de Caroline s'est levé d'un bond. Objection. C'est inflammatoire. Rejeté, a dit la juge Hendrick doucement. Asseyez-vous, conseiller. L'audience a duré 1 heure de plus.
Caroline a témoigné, pleurant, s'excusant, suppliant pour une autre chance. J'ai regardé sa performance avec une curiosité détachée. C'était la femme avec qui j'avais passé 19 ans, et je ne ressentais rien. Quand ce fut fini, la juge Hendrick n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour décider. La garde physique principale est accordée à Monsieur Gilbert Chambers. Madame Chambers aura un droit de visite supervisée tous les 2 week-ends jusqu'à nouvel examen. Monsieur Chambers conserve tous les biens tels qu'énoncés dans le contrat de mariage. Cette cour déclare le contrat de mariage valide et exécutoire. Le marteau est tombé. Les sanglots de Caroline ont résonné dans la salle d'audience. Dehors, Richard m'a serré la main. Victoire nette. Elle n'a aucune raison de faire appel. J'ai hoché la tête, sentant le poids de tout cela s'installer sur moi. Mason était à moi. La maison serait vendue. L'argent serait partagé selon la clause d'infidélité du contrat de mariage, ce qui signifiait que j'obtenais 70%. L'entreprise restait à moi. Tout ce que j'avais construit était protégé. Ce soir-là, j'ai récupéré Mason chez ma sœur. Il a couru vers moi comme toujours. Et je l'ai soulevé. « Comment s'est passée ta réunion, papa ?»« Ça s'est bien passé, mon pote. »« Très bien. Ça veut dire que je peux rester avec toi. »« Oui, tu restes avec moi. » Il m'a serré fort le cou. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. 4 mois plus tard, la vie avait trouvé un nouveau rythme. La maison de location était devenue notre foyer. Pas seulement un endroit où nous restions, mais un endroit qui nous ressemblait. Les jouets de Mason étaient éparpillés dans le salon. Ses dessins couvraient le réfrigérateur, et chaque matin commençait par des crêpes et lui me racontant ses rêves. L'école avait été difficile au début. Les enfants parlaient, chuchotaient sur les divorces, les parents et des choses que les enfants de 6 ans ne devraient pas avoir à entendre. Mason est rentré un jour les larmes aux yeux. Il a dit qu'un garçon avait traité sa mère d'un gros mot qu'il ne répéterait pas. Je l'avais serré dans mes bras, lui disant que les gens disent des choses cruelles quand ils ne comprennent pas, et que cela ne changeait pas qui il était. La semaine suivante, je l'avais inscrit dans une autre école de l'autre côté de la ville. Un nouveau départ, de nouveaux amis, des professeurs qui ne connaissaient pas notre histoire. En un mois, il souriait à nouveau, ramenant des dessins et parlant d'un enfant nommé Tommy qui aimait aussi les dinosaures. Caroline avait emménagé chez ses parents après avoir perdu la maison. La vente s'était faite rapidement. Plusieurs offres conclues en 30 jours. J'avais pris mes 70% et les avais mis en acompte pour une vraie maison. 3 chambres, un jardin clôturé, une rue calme. Mason avait choisi les couleurs de peinture pour sa chambre, bleu avec des nuages blancs au plafond. Les visites supervisées de Caroline avaient lieu tous les 2 samedis dans un centre familial du centre-ville. Une assistante sociale était assise dans un coin, prenant des notes pendant qu'elle et Mason coloriaient ou jouaient à des jeux de société. Il semblait s'en accommoder. Il n'a jamais demandé pourquoi quelqu'un d'autre devait être là. Peut-être comprenait-il plus que je ne lui en donnais le crédit. J'avais commencé à voir quelqu'un. Son nom était Beth, elle possédait une jardinerie près de mon bureau. Nous nous sommes rencontrés quand je suis venu chercher des plantes indigènes pour la nouvelle maison. Elle était patiente, gentille, ne forçait pas. Elle connaissait mon histoire. Toute la ville la connaissait, mais elle n'en parlait jamais à moins que je ne le fasse. Quand elle a rencontré Mason, elle s'était accroupie à son niveau et lui avait demandé quel était son dinosaure préféré. Il avait dit Triceratops, et elle avait dit que c'était aussi son préféré. Il l'a aimé après ça. Un samedi après-midi, Mason et moi étions dans le jardin, plantant un arbre, un jeune chêne que j'avais acheté chez Beth. Il creusait le trou avec une petite pelle, prenant son travail très au sérieux. « Papa, cet arbre va devenir très grand. »« Oui, mon pote. Ça prendra peut-être 20 ou 30 ans, mais il sera énorme. »« J'habiterai toujours ici ?» J'ai souri. « Probablement pas. Tu seras grand d'ici là. Tu auras ton propre logement, mais tu pourras venir nous rendre visite et voir à quel point il est devenu grand. » Il y a réfléchi, a continué à creuser. « Maman viendra aussi nous rendre visite ?» La question m'a pris au dépourvu. Peut-être si elle le veut. Je crois qu'elle est souvent triste. Oui, elle l'est probablement. Tu l'aimes toujours ? J'ai posé ma pelle et je l'ai regardée. 6 ans,
posant des questions qui n'avaient pas de réponse facile. J'aime qui elle était, mais les gens changent et parfois ils changent d'une manière qui blesse les autres. Ta maman nous a fait du mal, et je ne peux pas l'oublier. Mais elle sera toujours ta maman, et c'est normal si tu l'aimes. Il a hoché la tête lentement. Oui, mais j'aime mieux vivre avec toi. Moi aussi, mon pote. Nous avons fini de planter l'arbre, l'avons arrosé, nous sommes reculés pour admirer notre travail. Il était petit maintenant, fragile, mais il avait de fortes racines. Il grandirait. Cette nuit-là, après que Mason se soit endormi, je me suis assis sur le porche arrière avec une bière, regardant les étoiles. Mon téléphone a vibré. SMS de Beth. Comment s'est passée ta journée? Bien. J'ai répondu. J'ai planté un arbre avec Mason. Il pose de grandes questions. C'est de la croissance, a-t-elle répondu. Pour vous deux. J'ai souri, j'ai posé le téléphone. Elle avait raison. Nous grandissions, nous allions de l'avant, construisant quelque chose de nouveau à partir des décombres de ce qui avait été détruit. Caroline avait appelé une fois le mois dernier, elle avait laissé un message vocal que j'avais écouté, mais auquel je n'avais pas répondu. Elle travaillait dans un centre d'appel, vivait dans un appartement d'une chambre, essayant de se reconstruire. Elle avait demandé si nous pouvions parler, avait dit qu'elle voulait la fermeture, mais je n'avais pas besoin de la fermeture. J'étais déjà passé à autre chose. La maison était vendue. L'entreprise était florissante. Mason était heureux. J'avais rencontré quelqu'un qui me faisait sentir que je pouvais faire confiance à nouveau, lentement, prudemment. La vie n'était pas parfaite, mais elle était honnête, et c'était suffisant. J'ai pensé à ce mot que j'avais laissé sur la table de la cuisine il y a tous ces mois. J'espère que ça en valait la peine. Caroline avait tout misé pour quelques moments volés avec un homme qui avait disparu dès que les choses étaient devenues difficiles. Elle avait perdu son emploi, sa famille, sa maison et son fils. Pendant ce temps, j'avais reconstruit brique par brique, jour après jour, et je me tenais sur un terrain solide.